Le monde annonçait la fin des surprises en Afrique de l'Ouest, puis le Burkina Faso a démenti. Sous Ibrahim Traoré, les prisons se sont vidées, tandis que 15 ou 600 hommes marchaient désormais sous un même drapeau. Comment une nation jadis dépendante a-t-elle transformé sa honte en stratégie? Et que cache vraiment cette renaissance militaire qui inquiète Paris? Au cœur du Sahel, un tonnerre politique vient de briser le silence du désert. Dans les sables du Sahel, une expérience politique sans précédent se déploie. Le capitaine Ibrahim Traoré a parié sur une idée jugée impossible: transformer les exclus en défenseurs de la nation. Ce pari dépasse la simple réforme militaire. Il questionne la définition même de la justice africaine. Le bénéfice est clair: prouver qu'un peuple peut se sauver sans tutelle, qu'une souveraineté vécue vaut plus qu'une aide promise. Mais chaque promesse porte son prix. Entre peur occidentale et espoir continental, le Burkina Faso devient un miroir tendu au monde. Si ce modèle réussit, il pourrait redessiner les équilibres du Sahel. S'il échoue, il précipitera un retour brutal à la dépendance. Ce reportage explore les faits, les chiffres et les symboles derrière cette mutation. Car au-delà des uniformes et des discours, c'est la tension entre punition et rédemption qui façonne désormais la politique d'un continent. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a repris 92% de son territoire perdu. Ce chiffre, qui semblait irréalisable selon les observateurs occidentaux, est devenu le symbole d'une reconstruction fulgurante. À la tête de ce redressement, Ibrahim Traoré a bouleversé les codes. Il n'a pas signé de traité, il n'a pas demandé d'aide, il a réécrit les règles du pouvoir à partir du terrain. Les villages jadis contrôlés par la peur résonnent à nouveau du son des tambours. Dans les écoles de Ouagadougou, les enfants chantent la souveraineté, non la soumission. Les paysans revenus de l'exil replantent les champs que la guerre avait volés. À travers ces gestes simples, une révolution silencieuse se déploie, celle du travail, de la dignité et du refus de l'humiliation. Pourtant, derrière la victoire, l'ombre reste dense. Des milliers de jeunes hommes ont été perdus dans une guerre interminable, et les prisons débordaient d'injustice sociale. C'est là qu'a germé la décision la plus radicale de Traoré: libérer 600 détenus pour en faire des soldats. Un choix jugé insensé à Paris, audacieux à Bamako et historique à Ouagadougou. Ce n'est pas une simple réforme, c'est une inversion morale. Punir coûtait cher, réhabiliter pouvait sauver la nation. Ainsi naquit le programme des unités pénitentiaires de combat, symbole d'un réalisme africain où la justice cesse d'enfermer pour recommencer à bâtir. Le Sahel, longtemps réduit au rôle d'échiquier géopolitique, devient ici le théâtre d'une idée neuve, celle d'une souveraineté conquise, non octroyée. Dans les rues de Ouagadougou, le changement s'incarne dans des visages ordinaires. Moussa, ancien maçon condamné pour vol, porte aujourd'hui l'uniforme des unités pénitentiaires de combat. Il dit avoir retrouvé plus qu'un métier, une raison d'exister. À ses côtés, Aïcha, mère d'un soldat tombé, voit dans ce programme la preuve que la douleur peut devenir fierté. Pour elle, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef d'État, mais un réparateur d'âme. Les premières semaines du projet ont bouleversé le quotidien. Les anciens détenus nettoient les routes, reconstruisent les ponts, protègent les champs. Dans les villages du Nord, les habitants racontent qu'ils dorment enfin sans craindre la nuit. Ce n'est pas seulement la sécurité qui revient, mais la dignité. Des observateurs internationaux doutent encore, craignant qu'une telle force devienne incontrôlable. Mais sur le terrain, les résultats parlent. Recul des embuscades, retour des marchés, chant d'unité dans les écoles. Chaque geste compte. Chaque pas réécrit la mémoire d'un peuple qui refuse d'être défini par sa douleur. Et si, au fond, cette rédemption collective devenait la plus grande arme du Burkina? Tout commence par un ordre, bref et tranchant. Libérer les hommes qui n'ont plus leur place derrière les barreaux. En matin, le ton d'Ibrahim Traoré secoue la bureaucratie d'un pays tout entier. Ministres, juges,
officiers, tous comprennent que quelque chose d'irréversible vient de s'amorcer. À Ouagadougou, les gardiens ouvrent les cellules. À Bobo Dioulasso, des uniformes neufs sont distribués. Dans les couloirs du pouvoir, certains tremblent, d'autres sourient en silence. Les portes claquent, les chaînes tombent. 15 600 hommes sortent, non pour fuir, mais pour servir. Les rues s'emplissent d'un murmure inédit. La peur recule. Ce jour-là, le Burkina Faso quitte la posture défensive pour une renaissance stratégique. La mesure, jugée insensée à Paris, devient dans le Sahel un cri de libération. Sur le terrain, l'effet domino est immédiat. Les camps d'entraînement de Pau et de Koudougou tournent sans relâche. Les ex-détenus apprennent à marcher, à viser, à penser comme des soldats. Les instructeurs les appellent les fils de la rédemption. Dans la poussière, la sueur efface la honte. Les mêmes mains qui autrefois volaient pour survivre se referment maintenant sur le manche d'un fusil, prêtes à défendre les leurs. Les premiers déploiements ont lieu dans les zones reprises du Nord. Là, la population accueille ces unités avec une prudence mêlée d'admiration. Certains craignent que cette armée parallèle échappe au contrôle. D'autres y voient une force née du peuple. Les résultats s'affichent vite. Routes rouvertes, attaques repoussées, écoles rouvertes après des années de silence. Pour Ibrahim Traoré, chaque victoire est une preuve. Il ne s'agit pas de revanche, mais d'efficacité. Transformer la misère en puissance. Voilà le credo. Les analystes occidentaux hésitent entre fascination et inquiétude. Car ce modèle, s'il perdure, met à mal un siècle de tutelle politique et militaire sur le Sahel. Le monde observe, incrédule. Les chancelleries européennes parlent de piquilles, dérives populistes. Les capitales africaines, elles, évoquent une renaissance. Dans les rues du Burkina, la fierté devient contagieuse. Les tambours résonnent, les chaînes rouillées sont brandies comme trophées. Le désert n'avale plus les espoirs, il les renvoie amplifiés. Le pays entre dans une zone de turbulence contrôlée, où chaque geste de l'État porte la marque du risque et du calcul. Et quand le soir tombe sur le Sahel, une seule certitude demeure. Cette fois, l'histoire ne s'écrit plus à Paris, mais à Ouagadougou. Et maintenant, intéressons-nous aux chiffres qui sous-tendent le projet des unités pénitentiaires de combat. En 2 ans, 92% du territoire du Burkina Faso a été récupéré. Un exploit impressionnant par rapport aux prévisions des analystes étrangers. En parallèle, le nombre de villages reconquis s'élève à plus de 1500, ramenant des dizaines de milliers de réfugiés à la maison. C'est dans cette dynamique que les 600 ex-détenus sont devenus non seulement des soldats, mais aussi les témoins d'une transformation géopolitique en temps réel. Les attaques sur les routes ont chuté de 72%, un résultat immédiat du déploiement des CPU dans les zones sensibles. Cette réduction des embuscades a permis de rouvrir les principales artères commerciales et de relancer le commerce local. Le volume des échanges marchands augmenté de 28% en seulement 6 mois, tandis que le nombre de fermes réinstallées a doublé. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques économiques, ils marquent le retour de la stabilité, une stabilité forgée dans la poussière des champs et la sueur des anciens détenus. Le programme a également permis de réduire la criminalité urbaine. À Ouagadougou, le taux de criminalité a baissé de 48%, grâce à l'implantation des ex-détenus dans des rôles de sécurité et de médiation au sein de la communauté. La dynamique d'intégration a été renforcée par une formation rigoureuse qui allie éducation militaire et rééducation morale. Le programme a également vu le retour de 20 000 enfants dans les écoles, dans des régions précédemment ravagées par le terrorisme et la violence. Cependant, ces chiffres ne sont pas dénués de controverses. Alors que les nations occidentales et plusieurs ONG se montrent sceptiques quant à la durabilité de cette solution, les résultats sur le terrain parlent d'eux-mêmes. Le budget alloué à la réhabilitation des ex-détenus et des zones récupérées s'est monté à 1,2 milliard de dollars en 2 ans. Une somme qui dépasse les attentes, mais qui, selon les autorités burkinabées, reste un investissement nécessaire pour garantir l'indépendance
et la souveraineté du pays. En parallèle, le projet suscite des débats sur l'avenir de ces unités pénitentiaires de combat. Leur réussite militaire sur le terrain est indéniable, mais certains se demandent si le pays pourra maintenir cette dynamique, sans risquer de voir ces hommes se transformer en une armée parallèle incontrôlable. Les rumeurs de soutien extérieur, notamment d'entités militaires privées intéressées par la doctrine de Traoré, continuent de circuler, alimentant les craintes d'un conflit de pouvoir interne. Mais, à ce jour, les résultats sont là. Le Burkina Faso est plus indépendant, plus fort et plus unifié. Ce modèle est désormais étudié dans de nombreux cercles africains et occidentaux. Reste à savoir si la rédemption pourra se maintenir sous la pression internationale. Penchons-nous à présent sur les critiques adressées à Ibrahim Traoré, qui sont nombreuses et souvent virulentes. Les opposants qualifient son programme de populisme militarisé. D'autres y voient une militarisation dangereuse des ressources humaines. Pourtant, pour comprendre la force du projet, il est essentiel de l'examiner sous deux angles opposés. L'argument de la rédemption nationale versus celui de la dangereuse militarisation. D'un côté, les défenseurs de Traoré avancent que le programme des unités pénitentiaires de combat est un modèle de réhabilitation radicale. Selon eux, le Burkina Faso n'a plus de temps à perdre dans des réformes lentes et des approches traditionnelles. La guerre contre le terrorisme et l'instabilité nécessite des solutions immédiates et efficaces. En faisant de 15 600 détenus des soldats, Traoré a non seulement apporté une réponse au manque de troupes, mais il a aussi restauré la dignité de ceux qui avaient été marginalisés. Cette réhabilitation par l'action a, selon ses partisans, permis au Burkina Faso de ne pas sombrer dans le chaos, tout en offrant une opportunité à ceux qui, autrement, auraient été perdus dans le système pénitentiaire. L'accent est mis sur l'autosuffisance et la souveraineté. Un peuple qui peut se défendre seul est un peuple qui reprend le contrôle de son destin. De l'autre côté, les critiques s'inquiètent de la militarisation rapide du pays. Les observateurs internationaux s'interrogent sur la longévité de ce modèle. Est-il durable à long terme? Quel sera l'impact sur la politique interne? Ces unités pénitentiaires de combat risquent-elles de devenir un instrument de contrôle social excessif, voire un précurseur d'une dictature militaire? Certaines voix, notamment en Europe, évoquent une possible dérive, où l'idéalisme de la rédemption pourrait se muer en un pouvoir autoritaire. Mais, malgré ces tensions, une question demeure centrale. Le Burkina Faso a-t-il d'autres choix? Face à une guerre asymétrique, à des menaces extérieures et une économie fragile, la décision de Traoré d'embrasser une telle approche semble être un pari nécessaire pour survivre. La vraie question, finalement, est celle de l'équilibre. Peut-on concilier rédemption et pragmatisme sans tomber dans l'autoritarisme? Les mois à venir fourniront la réponse. Mais pour l'instant, la théorie de Traoré semble avoir réussi là où beaucoup d'autres ont échoué. Ibrahim Traoré a redéfini l'essence même de la justice dans son pays, un retour radical à une conception africaine de la rédemption. Mais il ne se contente pas de combattre la terreur extérieure. Il réconcilie un passé de dépendance avec un présent de souveraineté, tout en apportant des solutions là où les modèles occidentaux ont échoué. Le programme des unités pénitentiaires de combat ne s'appuie pas seulement sur l'efficacité militaire, mais sur l'idée que l'humanité peut renaître à travers la lutte pour la liberté. Ce qui était autrefois une armée de criminels, marquée par la violence et la pauvreté, devient un rempart contre l'oppression et l'injustice. Le paradoxe est profond. Les anciens prisonniers, réhabilités par la lutte, deviennent les héros d'une nation qui se relève. Mais, en même temps, cette transformation cache une question troublante. Le modèle Traoré peut-il tenir sans dériver vers un contrôle autoritaire? Alors que les unités pénitentiaires de combat sont déjà en mission, une frange de la population et des observateurs internationaux redoutent une militarisation progressive de la société. Un danger se profile peut-être, que les victoires sur le terrain ne parviennent pas à dissimuler.
Ibrahim Traoré incarne une contradiction fondamentale entre le sauvetage du pays et le risque d'un pouvoir devenu trop centralisé. Les unités pénitentiaires de combat, ou CPU, ont laissé une marque indélébile sur le Burkina Faso. Mais plus qu'un simple programme de réhabilitation, elles symbolisent la résistance du peuple face à un héritage colonial lourd et un impérialisme toujours présent dans les arrière-cuisines de la politique mondiale. Ce modèle, bien qu'inédit, a le potentiel de se répandre bien au-delà des frontières du Sahel. La question qui se pose aujourd'hui n'est plus de savoir si le Burkina Faso réussira, mais plutôt quel impact cette réussite aura sur le reste de l'Afrique. Derrière cette transformation rapide, il y a une réalité incontournable. Le pays, autrefois sous la tutelle des puissances occidentales, est en train de redéfinir la notion de souveraineté. Les CPU, qui n'étaient au départ qu'une solution militaire pragmatique, sont devenus un symbole de dignité retrouvée. Les anciens détenus, qui n'étaient auparavant vus que comme une charge pour la société, se sont métamorphosés en acteurs actifs du changement. Ils ne sont plus simplement des soldats, mais des protecteurs, des gardiens de l'identité nationale. Ce processus de rédemption a non seulement restauré la sécurité intérieure, mais aussi le tissu social du Burkina Faso, longtemps déchiré par les conflits et les inégalités sociales. À l'échelle régionale, d'autres pays observent attentivement le modèle burkinabé. Le Mali, le Niger, et même des nations comme le Tchad, se trouvent à la croisée des chemins. Peut-être que ces nations, confrontées à des crises internes similaires, regarderont de plus près ce qui se passe à Ouagadougou. Le pouvoir de Traoré n'est pas uniquement militaire ou politique. Il est idéologique. Il défend une vision radicale de l'autosuffisance, celle d'une Afrique qui cesse de se voir comme une victime et qui choisit de prendre son destin en main. Les unités pénitentiaires de combat sont, à ce titre, bien plus qu'un instrument militaire. Elles incarnent une forme de résistance contre les dogmes de la communauté internationale et contre l'exploitation continue du continent. Pourtant, le modèle présente aussi des risques qui ne peuvent être ignorés. La militarisation rapide du pays, combinée à un contrôle quasi total de la sécurité intérieure, pourrait avoir des conséquences inattendues. L'Afrique est-elle prête à accepter une telle révolte contre l'ordre mondial, au risque de déstabiliser davantage la région? Les unités pénitentiaires de combat sont aujourd'hui un outil de souveraineté, mais que se passera-t-il si elles viennent à être utilisées contre des ennemis internes, dans une quête de pouvoir personnel? Le danger d'un État autoritaire n'est jamais bien loin. Ainsi, bien que l'avenir du Burkina Faso semble pour l'instant prometteur, il reste une question fondamentale. Le pays pourra-t-il maintenir cette stabilité sans tomber dans les travers des régimes militaires traditionnels, ou sera-t-il une lumière d'espoir pour tout un continent en quête de sa propre indépendance? Les mois à venir détermineront si le modèle de Ibrahim Traoré peut réellement se déployer au-delà de ses frontières, sans compromettre les idéaux qui l'ont nourri. Le modèle d'Ibrahim Traoré repose sur un pari risqué, mais ses résultats tangibles ont ouvert la voie à plusieurs scénarios possibles pour l'avenir du Burkina Faso et, par extension, pour l'Afrique de l'Ouest. Examinons 3 pistes qui se dessinent, chacune avec ses avantages, mais aussi ses dangers. La première piste est celle de la consolidation de la souveraineté. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso réussit à maintenir l'élan actuel en matière de réhabilitation sociale et de sécurité intérieure. Les unités pénitentiaires de combat continuent de renforcer leur présence dans les zones rurales et urbaines, et la stabilisation du pays permet au gouvernement de se concentrer sur les défis économiques. La population burkinabé, ayant retrouvé sa fierté nationale, devient un pilier de la reconstruction, avec un secteur privé plus dynamique. Le pays pourrait devenir un modèle de rédemption pour d'autres nations d'Afrique, prouvant que des solutions locales, inspirées des réalités du terrain, sont possibles. Ce scénario repose sur une gestion mesurée de l'armée et un maintien de l'équilibre entre pouvoir militaire et politique civile.
La deuxième piste est celle d'un catalyseur de transformation régionale. Dans ce cas, le succès du Burkina Faso se propage à l'ensemble du Sahel. Le modèle de Traoré, alliant réhabilitation sociale et action militaire, devient un exemple pour les pays voisins comme le Mali, le Niger ou le Tchad. Une vague de réformes régionales commence, où les gouvernements africains se défont progressivement des tutelles étrangères et redéfinissent donc la souveraineté à travers des initiatives locales. Le programme des CPU pourrait même inspirer des stratégies internationales où les concepts de justice, de rédemption et de réinsertion deviennent des priorités globales dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Cette transformation serait accompagnée d'une coopération renforcée entre les États africains, sans l'ingérence directe des anciennes puissances coloniales. La troisième piste est celle d'une dérive autoritaire et fragmentation. Le scénario le plus redouté est celui d'un Burkina Faso devenu un État militaire autoritaire. L'extension progressive du contrôle militaire sur la société civile pourrait conduire à des tensions internes, avec une concentration excessive du pouvoir entre les mains d'un petit groupe militaire. Le programme des unités pénitentiaires de combat, à l'origine un outil de rédemption, pourrait se transformer en une force de répression, utilisée pour contrôler la population sous prétexte de maintenir l'ordre. L'Afrique, au lieu de retrouver sa souveraineté, risquerait de sombrer dans une nouvelle forme de néocolonialisme, où les élites locales imposent une domination autoritaire à leurs citoyens. Cette dérive pourrait entraîner l'isolement du pays sur la scène internationale et des sanctions économiques ou diplomatiques de la part des puissances occidentales. Chacun de ces scénarios présente un potentiel de transformation majeure pour le Burkina Faso et la région, mais aussi des risques considérables. L'avenir dépendra de la capacité de Ibrahim Traoré et de son gouvernement à gérer la transition, en maintenant l'équilibre entre la restauration de la dignité nationale et le respect des principes démocratiques. Le modèle de Ibrahim Traoré ne concerne pas uniquement le Burkina Faso, il interpelle toute l'Afrique. Pour beaucoup, il incarne une nouvelle vision de l'indépendance. Une indépendance qui ne se limite pas à une simple déclaration politique, mais qui s'incarne dans chaque geste quotidien. Le pays a choisi de tourner le dos à des décennies de dépendance, à un système qui exploitait ses ressources et minimisait son potentiel. Aujourd'hui, un peuple se lève pour redéfinir son destin. Pour l'audience internationale, en particulier les jeunes générations d'Afrique, le message est clair. La rédemption est possible, même pour ceux qui ont été rejetés par la société. Dans un monde où trop de voix sont écrasées, où les gouvernements se concentrent souvent sur des réformes superficielles dictées par des institutions internationales, le Burkina Faso montre que des changements réels peuvent naître de la volonté populaire. Traoré a prouvé que même dans les coins les plus reculés du continent, il est possible de réinventer un système de justice qui redonne de l'espoir, même à ceux qui en ont été privés. Pour les Africains, ce modèle donne des clés pour repenser la politique à l'échelle du continent. Il s'agit de poser les bases d'une justice qui ne se limite pas à l'imposition de sanctions, mais qui explore les voies de la réparation. Le message de Traoré résonne fort. Nous devons réécrire notre propre histoire. Si le Burkina Faso a pu réussir cette transformation, pourquoi pas d'autres nations d'Afrique qui se battent pour leur indépendance et leur dignité? Dans cette dynamique, chaque citoyen devient acteur du changement, responsable de son destin et de celui de son pays. Le parcours du Burkina Faso sous la direction de Ibrahim Traoré n'est qu'au début. Cependant, le pays a tracé une feuille de route claire pour assurer sa stabilité à long terme et pérenniser les changements. Découvrons les étapes clés à suivre pour maintenir cette dynamique et éviter les dérives qui pourraient menacer la souveraineté retrouvée. D'abord, il faut renforcer l'infrastructure nationale. Le pays doit continuer à réhabiliter ses infrastructures, en particulier les routes, les écoles et les hôpitaux. Ces initiatives de reconstruction doivent se concentrer sur les zones rurales, encore trop isolées. Le retour à la terre
la réinstallation des populations déplacées et l'amélioration des conditions de vie sont essentiels pour assurer une transition harmonieuse vers une autonomie durable. Ensuite, il convient d'assurer la gestion politique de l'armée. La gestion de l'armée et des unités pénitentiaires de combat est une priorité. Une révision de leur rôle, c'est que nécessaire pour éviter une militarisation excessive de la société. Il est crucial que ces unités restent sous le contrôle strict de l'État et soient intégrées dans un cadre démocratique. Le leadership de Traoré doit passer de la rédemption à la gestion institutionnelle, afin d'éviter les dérives autoritaires. Il faut aussi promouvoir la réconciliation sociale. Il faut renforcer les efforts de réconciliation entre les différentes communautés et groupes sociaux. Les tensions internes liées aux inégalités et aux divisions doivent être abordées de manière inclusive. La justice sociale et la redistribution des ressources seront des leviers essentiels pour éviter toute forme de mécontentement. Enfin, il est indispensable de diversifier l'économie. Le Burkina Faso doit réduire sa dépendance à l'aide étrangère et aux matières premières. La diversification économique sera clé pour un avenir prospère. Le pays doit investir dans les technologies et les secteurs agricoles durables, tout en encourageant l'entrepreneuriat local. Le modèle économique de Traoré pourrait ainsi servir de base pour une Afrique indépendante. Cette feuille de route représente un chemin semé d'embûches. Mais avec la volonté collective, elle peut conduire à une Afrique nouvelle, fondée sur la souveraineté, la dignité et la rédemption. À Ouagadougou, là où les espoirs étaient une fois écrasés par la peur, aujourd'hui résonne un autre type de bruit, celui des bottes, non pas pour la guerre, mais pour la défense de la dignité. Ibrahim Traoré a non seulement redonné au Burkina Faso sa souveraineté, mais a également ravivé l'âme du peuple. À travers les rues, on parle de fierté retrouvée, de rédemption. Chaque uniforme porté par ces anciens détenus porte non seulement un drapeau, mais aussi un symbole, celui que même dans les ténèbres, la lumière peut naître. Les 1500 hommes libérés ne sont plus seulement des soldats, ils sont les témoins d'une révolution invisible. L'histoire du Burkina Faso est désormais une histoire de défi, non de survie. Dans les champs, sur les routes et dans les cœurs des Burkinabés, une nouvelle ère s'écrit. C'est l'histoire de ceux qui, après avoir porté la honte, ont choisi de redéfinir la justice à travers l'action et la rédemption. Et à travers cette renaissance, il y a une vérité inébranlable. L'Afrique ne peut plus attendre qu'on vienne la sauver. Elle a choisi de se sauver elle-même, à sa manière, avec ses forces, ses failles et son avenir. La transformation du Burkina Faso sous la direction de Ibrahim Traoré nous invite à réfléchir sur le rôle de chacun dans la définition de notre avenir. Ce n'est pas une histoire de leader seul, mais d'une nation qui a choisi de se redéfinir par l'action, la rédemption et la lutte pour sa souveraineté. À travers cette révolution, le message est clair. Nous devons reprendre le contrôle de notre destin. L'Afrique ne peut plus attendre que des puissances étrangères imposent des solutions. Chaque nation, chaque communauté doit prendre les rênes de son avenir. Pour les jeunes, pour les générations futures, c'est le moment de s'engager, de participer à la construction d'un avenir où la dignité est la fondation de chaque politique, de chaque action. L'histoire est en marche et chacun d'entre nous peut être acteur de ce changement. Si vous croyez que la rédemption et la souveraineté sont possibles, rejoignez cette vision. Soyez les architectes du changement dans vos communautés, vos pays et sur tout le continent. Parce qu'en fin de compte, la liberté ne se donne pas, elle se défend.